peut-on faire de la location courte durée à Paris? Donc pour répondre à cette question, je reçois Victor qui est le fondateur du site WeHost. Exactement. Merci à toi Victor. Merci. Donc on va tout te dire sur la location courte durée à Paris. Mais avant de commencer, je t'invite à récupérer la formation sur la simplification du droit immobilier. Donc c'est une formation que j'ai faite avec mon frère, avocat au barreau de Paris, sur le droit et la fiscalité. Donc c'est gratuit, c'est cadeau, tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Donc Victor, je vais te laisser te présenter rapidement, mais voilà, le but dans cette vidéo, ça va être de voir que on entend plein de choses sur la location courte durée. Déjà que c'est mort dans toute la France et encore plus à Paris, c'est impossible. Donc j'ai voulu te recevoir parce qu'en fait tu as une stratégie particulière, donc restez bien jusqu'au bout. Parce qu'il y a une petite surprise, il y a vraiment un bonus pour vous montrer une astuce pour faire cette location courte durée à coup sûr. Et puis il y a plein de possibilités, donc on va rentrer un peu dans le détail tranquillement. Donc Victor, je te laisse te présenter. Alors je m'appelle Victor, donc j'ai cofondé la société WeHost. Donc WeHost, on est une conciergerie Airbnb, donc on a pour but d'assister les propriétaires parisiens et maintenant dans toute la France dans leur gestion Airbnb. Donc au-delà de l'accompagnement pur et dur, on a aussi pour ordre de conseiller nos clients. Conseiller, c'est quoi? Tous les jours, on a des personnes au téléphone, ils voient dans les médias, oui, Airbnb, c'est illégal, voilà, ils ont entendu des articles ou voilà, vu des reportages. Non, Airbnb n'est pas illégal à Paris, c'est juste encadré. Voilà, c'est très important de le rappeler. Donc ça déjà, ça veut dire un truc assez simple, mais comme tout dans l'immobilier, va voir des gens qui connaissent et éteins ta télé. Donc par rapport à ça, le premier point, est-ce que tu peux redéfinir rapidement ce que c'est en fait la location courte durée par rapport à de l'habitation classique? Alors la location courte durée, c'est très simple. En fait, le but, c'est de louer son appartement pour des petits séjours et logiquement donc à des voyageurs du monde entier. Donc on va avoir un site très connu comme Airbnb justement qui nous permet de mettre notre appartement sur cette plateforme et Airbnb va diffuser donc cette annonce dans le monde entier et on va pouvoir toucher par exemple un Australien. Cet Australien va pouvoir réserver notre appartement à côté de Montmartre pour 4 jours par exemple. Voilà ce qu'est la location courte durée. Et du coup, là, on va se focuser sur la location courte durée à Paris. Par rapport à ça, là, on a plusieurs styles de location possibles. Donc, on peut louer sa résidence principale selon certaines conditions. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Comme on disait au début de la vidéo, donc les locations à courte durée à Paris sont encadrées. L'idée, c'est que quand on est en résidence principale, on a le droit de louer sa résidence, donc son appartement, à hauteur de 120 nuits par an. 120 nuits par an, ça nous fait donc 4 mois dans l'année. Ce qui est important, en fait, c'est des années calendaires, si vous voulez. Donc du coup, c'est-à-dire à partir donc, du 1er janvier, on recommence, donc notre compteur recommence à zéro, repart à zéro. Donc là, on a le droit de relouer 120 nuitées dans l'année. Juste pour les petits malins qui font ça, en gros, tu vas sur les sites et tu coches la case de résidence principale et tu dis que tu es tranquille. C'est cool. Maintenant, si tu ne peux pas prouver que c'est ta résidence principale, Airbnb, ils vont te faire cocher la case. Eux, c'est juste parce que réglementairement, ils sont obligés de le faire pour être tranquille. Voilà. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'eux, ils vont t'autoriser, petit aparté, à publier sur le site et à te faire de l'argent sur leur site, que si le fisc, tu te fais contrôler et le fisc tombe dessus, et que tu ne peux pas prouver que c'est réellement ta résidence principale, parce que bizarrement, tu ne peux pas avoir 4 résidences principales, là, tu vas avoir des soucis. Donc, attention aux petits malins qui se disent, c'est bon, j'ai réussi à cocher la case, je suis tranquille. Voilà, donc quand on coche ce genre de case, il y a une déclaration sur l'honneur qui est faite. Donc il faut bien lire les petites lignes, effectivement, les CGV d'Airbnb. Voilà, donc Airbnb va se dédouaner de tout ça. Donc on est responsable de ce qu'on fait et des cases qu'on va cocher. Donc attention quand même, donc on peut jouer, mais derrière, c'est risqué quand même. Donc en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Déjà, si tu habites à Paris, bah, bravo à toi, parce que du coup, tu as payé super cher. Mais en tout cas, ça veut dire que tu peux optimiser ton bien. Et bon, je pense qu'avec autant de nuitées, tu peux pratiquement payer ton crédit sur l'année, quoi. Vu quand même les chiffres d'affaires qu'on peut faire sur Paris. Totalement, c'est possible. Un ordre d'idée, voilà, vous avez un studio qui est bien placé dans Paris, dans le centre de Paris. Voilà, on peut aller chercher une moyenne de 100 € la nuit. Donc vous faites le calcul sur 120 nuitées, c'est quand même quelque chose qui reste assez rentable. C'est clair. Donc ça, résidence principale. Numéro 2, ben voilà, ce qu'on appelle secondaire. Donc dans notre cas, nous, les investisseurs, ben, c'est l'investissement locatif. Donc si tu achètes un appartement pour le mettre en investissement locatif, la location courte durée à Paris, on va dire théoriquement, c'est possible. Parce
que tu peux nous dire par contre le parcours du combattant pour pouvoir le faire? Alors pour être vraiment donc, dans les clous par rapport à la mairie de Paris, et donc si on a une résidence secondaire, donc un investissement locatif, l'idée c'est qu'en fait il va falloir, si vous voulez, on va en fait retirer pour la mairie de Paris, on va retirer donc de l'habitation donc au parc parisien. La mairie de Paris a une problématique comme toutes les grandes villes en France, c'est qu'en fait on manque de logements pour les habitants. Du coup la mairie n'est pas du tout pour, donc on va nous faire, on va nous mettre une contrainte, à savoir on va devoir donc compenser le nombre de mètres carrés qu'on va retirer. Donc je prends un exemple tout bête, on a un T2 de 50 mètres carrés, donc c'est une résidence secondaire et on va en faire donc du Airbnb. L'idée c'est qu'en fait on va devoir acheter à côté des cessions de commercialité à hauteur donc de 50 mètres carrés et dans le quartier en question, donc dans l'arrondissement en question. Ça a des coûts, voilà, donc on peut trouver ces sessions de commercialité, donc il y a des bourses d'échange, il y a des spécialistes qui vendent ça, il y a même des particuliers qui vendent ça, on peut acheter par exemple un particulier ou un professionnel va avoir 500 mètres carrés de sessions de commercialité à vendre, il peut vendre à la découpe, donc on va pouvoir lui acheter nos 50 mètres carrés, nos besoins à nous. Mais ça reste une solution assez coûteuse. Voilà, donc tu as compris, ce qui est important, parce que j'aime pas quand j'entends des choses fausses sur internet, on peut faire de la location courte durée à Paris. C'est juste qu'avec cette compensation, ce qu'on appelle, ça devient économiquement beaucoup moins rentable. Maintenant, c'est toujours pareil. Si tu fais ton équilibre, si tu regardes qu'en faisant les deux, tu gagnes de l'argent, why not? En tout cas, c'est possible avec cette solution de faire de la location. Moi, j'aurais un conseil donc, pour les investisseurs donc, justement, donc, qui cherchent des sessions de commercialité ou à investir dans le but d'acheter des sessions de commercialité pour faire ça légalement. L'idée, moi je pense, c'est plutôt de s'orienter sur des petites surfaces et dans des quartiers où ces sessions de commercialité sont pas très chères. On peut en trouver par exemple aux alentours de 2000 € le mètre carré. Donc vous faites le calcul, si vous trouvez un 20-25 mètres carrés et que derrière vous investissez sur ces sessions de commercialité, je pense que voilà, très rapidement, au bout de 2 ans, 3 ans, vous commencez à rentabiliser très bien votre investissement. Donc tu dis, on achète ça pour pouvoir à côté louer son investissement. Exactement, derrière voilà, vous êtes totalement en légalité avec la réglementation de la mairie de Paris, bien sûr. Donc c'est possible. Par contre, bien évidemment, tu as compris que ça t'impose que ton investissement locatif, il soit aussi de 50 mètres carrés. Si j'ai bien compris, c'est 1 mètre carré pour 1 mètre carré. Exactement. C'est-à-dire que tu dois avoir une stratégie d'être à chaque fois sur des petites surfaces des deux côtés. Mais je pense que par rapport à la location courte durée, c'est une bonne cible, les petits appartements. De toute façon, bon, je sais pas ce que tu en penses d'ailleurs, c'est un retour, mais pour moi, c'est soit des petites surfaces, soit vraiment des très grandes surfaces. Ouais, nous généralement, donc voilà, nous on a de tout. Donc chez WeHost, on s'occupe donc autant de petits studios jusqu'à l'immeuble entier tout simplement. Et donc voilà, si on doit dégager donc une moyenne, enfin des chiffres, les meilleurs revenus, donc le meilleur investissement possible, j'orienterai quelque chose sur voilà, un T2 aux alentours de 30-35 mètres carrés avec une chambre, avec possibilité d'avoir 2 voyageurs dans cette chambre et on a un canapé lit, donc on peut en mettre 2 supplémentaires. Donc sur nos 35 mètres carrés, on rentabilise donc, l'appartement pour 4 voyageurs. Et je pense que c'est le meilleur investissement à Paris en termes de mètres carrés et de revenus locatifs derrière. Ouais, ça c'est un petit tips, mais toujours optimiser le nombre de couchages dans ton appartement. Quoi que tu fasses, c'est-à-dire que souvent, on va voir dans l'astuce pour faire les choses de manière légale, mais souvent, bah voilà, si tu as de la hauteur sur le plafond, bim, mezzanine, couchage, hop, on augmente son prix. Toujours cette logique d'investissement, c'est-à-dire que tu achètes un business, parce que tu fais de l'investissement immobilier rentable, tu fais ça pour gagner de l'argent aujourd'hui et au fur et à mesure gagner de plus en plus d'argent et toujours voir ça comme un business. J'ai une hauteur sur le plafond qui est le double du classique, je mets une mezzanine, je double le couchage. Donc on a abordé cette partie-là et ce qui m'intéressait vraiment beaucoup d'aborder avec toi, c'est comment faire de la location courte durée à Paris légale. De toute façon, on parle que de choses légales, bien évidemment, et en se débarrassant un peu de cette contrainte de compensation. Alors la nouvelle tendance pour les investisseurs, donc moi je le vois au quotidien, hein, tous les jours on a des personnes qui nous appellent, voilà, ils sont tous à la recherche donc, de locaux commerciaux. Un local commercial, donc ça va être quoi? Donc ça va être par exemple un bureau, un ancien bureau, un cabinet d'architecte. L'idée c'est qu'en fait c'est de trouver ce type de locaux, donc d'acheter ce local et derrière de l'aménager, de l'ameubler, donc comme on disait tout à l'heure, avec des lits, avec une cuisine, enfin voilà, pour recevoir, le transformer si vous voulez en appartement. Pourquoi c'est important ces locaux commerciaux? Parce que là on va parler de commercialité et pas de résidence, du coup on va avoir aucune contrainte si vous voulez par rapport à la mairie de Paris et à la réglementation. On va pouvoir exploiter ce local commercial toute l'année sans restriction. En gros, tu n'as pas à retirer de local à usage d'habitation, donc tu n'as pas à retirer d'habitation potentielle pour la jeune famille qui n'arrive pas à se loger à Paris.
Voilà, au contraire, on parle souvent de bureaux qui sont un peu abandonnés, délaissés, d'anciennes boutiques délaissées. L'idée, c'est que là, voilà, on va redonner une seconde vie à ce commerce en pratiquant du Airbnb tout en laissant du logement aux Parisiens. Alors du Airbnb ou du Booking ou ce que tu Bien veux. sûr, on parle beaucoup Mais d'Airbnb, c'est vrai. voilà, en tout cas, on pourra en faire de la location courte durée. Il y a, alors c'est pas des bémols, mais c'est des choses à faire attention. C'est que bien évidemment, quand tu vas louer ce bureau, si tu le loues en l'état, tu dis voilà, j'achète mon lit chez Ikea, je mets un lit et il se débrouille pour faire peu importe où il fait sa cuisine, peu importe où il se lave, etc. Parce que de toute façon, ils seront bien contents je vais casser le prix par exemple, et je vais faire du 50 euros alors que l'hôtel c'est 100 euros. Attention, c'est strictement, pour le coup, interdit de faire ça. Alors, pour bien comprendre, donc une fois on a acheté ce local commercial, l'idée c'est que derrière, on va aller changer la destination de ce local commercial. Donc ça se fait tout simplement auprès de l'urbanisme de la ville. On monte un dossier, donc généralement je vous conseille quand même d'être accompagné, que ce soit par un architecte ou même un avocat ou des personnes comme nous dans des conciergeries. On va monter un dossier et en fait on va aller changer la destination. Donc par exemple, je ne sais pas moi si vous avez donc une destination, c'est un ancien bureau, donc vous avez la destination de bureau. Là on va aller chercher une destination d'hébergement hôtelier. Donc pour ça, il faut répondre à certains critères, comme tu le disais tout à l'heure. Il va falloir que, par exemple, nos pièces de vie disposent d'une fenêtre. Voilà, on n'est pas des marchands de sommeil, pardon, donc il faut répondre à certains critères. Donc des entrées de lumière suffisantes. Critères de décence classique d'une Totalement, habitation. voilà, exactement. Donc une fois qu'on a monté ce dossier et qu'on l'a passé donc auprès de l'urbanisme, derrière on obtient ce label d'hébergement hôtelier, donc cette sous-destination par rapport à notre local commercial. Et à partir de ce moment-là, on est vraiment réglo et on peut faire pratiquer cette location saisonnière à l'année sans aucun problème. Et ça devient une activité professionnelle à ce moment-là. C'est ça, et du coup, de toute façon, cette location courte durée, quand tu le fais tous les jours, ça devient une activité hôtelière, de toute façon, donc c'est C'est du boulot à professionnel. plein temps, ouais, c'est du boulot. Attention juste à quelque chose, on a exactement les mêmes contraintes que sur un investissement, une location courte durée classique que tu vas faire dans n'importe quel endroit en France, qui n'ont pas autant de contraintes que par la ville de Paris. C'est-à-dire que, attention, tu vas en parler, mais le règlement de copropriété, hein, par exemple, on a exactement les mêmes Voilà, donc choses à voir. on vérifie toujours, donc, quand on achète ce fameux local commercial, le règlement de copropriété. Donc on regarde bien que ce type d'activité n'est pas interdit dedans. On va regarder aussi par rapport au PLU de la ville en question. On va regarder qu'on n'est pas, donc, que le local ne se trouve pas dans une rue, dans une zone protégée par l'artisanat et le commerce, ça c'est très important. À partir du moment où ces deux critères sont respectés, et là, suite à l'aménagement qu'on va faire avec les entrées de lumière, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a aucun problème pour déposer son dossier auprès de l'urbanisme et derrière exploiter ça en location saisonnière à l'année. Donc la location courte durée à Paris, du coup, on a vu que c'était possible. Je mets un bémol dans la logique de l'investissement rentable, c'est que ce qu'on enseigne, Victor, c'est que on projette un investissement locatif rentable quand il faut que dans le pire des cas, il soit toujours rentable. C'est-à-dire qu'il faudrait que dans le pire des cas, qu'en nu, l'appartement à Paris soit rentable. C'est un petit bémol parce qu'il y a fort à parier que ces appartements-là en nu à Paris, ils ne seront pas rentables. Alors moi j'ai une petite réponse par rapport à Ouais. ça justement. Ce local commercial, si un jour voilà, vous voyez que le marché de la location saisonnière à Paris n'est plus intéressant ou même au niveau ressources c'est trop dur pour vous ou trop contraignant, il n'y aura toujours aucun problème pour basculer ce local commercial. Donc là on parlera de changement d'usage et non destination. Vu qu'on y revient encore une fois que la ville de Paris a toujours cette problématique de manque de logement, ce local commercial, l'urbanisme acceptera toujours votre demande de le passer en habitation. Et à ce moment-là, on pourra toujours revendre sur le prix du marché parisien un appartement et puis un local commercial. Donc pour moi, il n'y a pas de risque. C'est ça, c'est que, en gros, le marché parisien, moi tu sais, si tu me suis, tu sais que j'investis en Ile-de-France, en très proche banlieue, et on a un marché qui est vraiment bizarre, ce marché. Là, aujourd'hui, on est à Vincennes, le mètre carré c'est entre 8 000 et 13 000 euros. Si tu me suis en province et que tu achètes des immeubles pour 150 000 euros, tu vas pas comprendre ce que c'est. Mais on a un marché particulier, donc c'est vrai que c'est risqué au niveau locatif, dans le sens où si tu le remets en nu, bah, tu ne seras pas rentable. Par contre, il suffit juste de le revendre, tu le mets sur un site d'annonce et il part en 2 jours. Parce qu'à Paris, il y a une énorme demande. Donc, il y a toujours des possibilités. Le risque, je pense qu'il est limité. Il est limité dès le moment où tu fais bien les choses. Exact. Donc c'est parfait. Merci, merci Victor. On a fait le tour. On a fait le tour. Donc pour retrouver le WeHost et les services de Victor, je vais te mettre un petit lien dans la description de la vidéo. Ça va te permettre soit de rentrer en contact pour
qui t'accompagnent dans les démarches, ou alors si tu as déjà ton appartement, alors à Paris, bon, là on a parlé de Paris, parce que Victor, ce qu'ils font sur WeHost, ils le font à Paris bien évidemment, mais ils le font également dans toute la France. Et comme le but de l'immobilier, c'est pas de te créer un second boulot, en fait tu vas donner ton boulot de galère, on en a parlé juste avant, on va donner le boulot de galère à Victor, on va le payer pour ça, hein, c'est normal. Par contre, des moments où derrière tu es rentable, plus que sur du meublé classique par exemple, et tu vas être rentable plus que sur du meublé classique, ça va être intéressant de passer par les services de Victor. Du coup, soit dans les démarches, soit dans du clé en main, c'est-à-dire il s'occupe de tout. Et ce qui est marrant, on en parlait juste avant, parce que moi, la location courte durée, aujourd'hui, j'en fais pas. Je me pose la question encore, mais j'en fais pas. Et c'est la première question que j'ai posée, c'est est-ce que c'est la galère avec les femmes de ménage? Parce que c'est toujours ma hantise. Et oui, c'est la galère, de temps en temps. Bah, ça reste de l'humain, donc du coup l'humain, voilà, on est toujours là, donc nous on a plein de process en place justement, on a des gens qui passent après le ménage pour vérifier la qualité, mais c'est vrai que ça reste de l'humain, donc il y a toujours un contrôle à faire bien sûr. Et ça, tu vois, je sais, va voir le lien dans la description pour voir le détail des services et des tarifs et tout ça, mais au-delà du tarif, lui, il va t'assurer le fait de ne pas te faire pourrir sur tes avis. Parce qu'on en discutait juste avant, j'ai un copain qui a fait la location courte durée et qui avait un prestataire. Il lui faisait bien le ménage, à un moment il a mal fait le ménage, du coup il s'est pris un avis négatif, et du coup les gens, ça doit être la psychologie, c'est comme sur les commentaires négatifs sur YouTube, quoi. Quand tu commences à en avoir un, c'est marrant, les gens se déchaînent. Et du coup il a eu un autre avis négatif, au troisième avis négatif, il était mort sur l'algorithme. L'algorithme Airbnb ou d'autres plateformes encore, effectivement, donc voilà, donc nous met en entrée ou nous met en avant quand c'est bien fait, quand le travail est bien fait, on a plus de visibilité, et quand c'est mal fait comme ça, bah, effectivement on tombe un peu aux oubliettes et puis là on n'a plus de réservation. Donc il faut être bon et voilà, faut suivre, faut faire appel à des professionnels comme nous pour que ça file bien. J'ai envie de dire, c'est tu crées un business, tu as ton expert comptable pour la comptabilité, ou alors tu fais 5 ans d'études. Là, soit tu veux aller voir tes appartements, soit tu le délègues à une conciergerie où ils sont payés pour le faire. Et c'est vrai qu'en plus, alors ce qui est cool pour nous, investisseurs, c'est que vous êtes quand même pas mal à le faire. Donc s'il y en a qui le font mal, de toute façon, ça va se savoir sur le net, quoi. C'est comme nous, en tant que coach. Les élèves, on a tout intérêt à ce qu'ils soient contents de nous. Parce que quand ils sont contents de nous, ils parlent de nous sur Internet. Et c'est ça qui permet de... Déjà, on est content. Je pense que c'est pareil pour toi, quand tu as des bons avis. Et en plus, c'est ça qui permet, au fur et à mesure, de grandir. Donc, merci en tout cas Victor pour cette interview, c'était bien cool. Et du coup, je t'invite à t'abonner en tout cas à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner, tu as la cloche. Tu cliques bien sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Puis comme d'habitude, d'ici les prochaines vidéos, juste passe à l'action, c'est sur Paris, regarde, c'est le commerciaux et tout simplement kiffe la vie. Ciao, ciao!